Et nous voilà déjà à la lettre O, O comme onboarding. C'est le thème qu'on va aborder tout de suite. Onboarding pour les DAF et cadres dirigeants, les clés de la réussite, avec Fabrice Coudray, Managing Director de l'activité Executive Search chez Robert Half. Fabrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, l'onboarding, un bon onboarding, qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, ne perdons pas de vue que souvent les entreprises considèrent qu'une fois que le process de recrutement, souvent long, est terminé, tout s'arrête. Eh bien non, j'aurais tendance à dire que tout commence. D'où l'importance de l'onboarding, l'accueil. Et si on va à l'inverse, considérer un onboarding non préparé ou non réussi, ça peut être une des raisons de départ prématuré d'un collaborateur qui est mal engagé dans son entrée dans l'entreprise. Et naturellement, on a des programmes relativement bien structurés pour onboarder des cadres middle managers ou d'entrée de hiérarchie, mais on a souvent négligé l'onboarding des cadres dirigeants, dans lesquels je vais naturellement inclure les CFO. À tort d'ailleurs, parce que À tort, absolument. c'est des postes clés en général. Ce sont des postes clés. Bien les intégrer. Avec des process d'intégration et des réflexions qui ne sont pas toujours les mêmes et qui nécessitent une préparation et qui nécessitent de se caler sur des temps de passage, sur de la visibilité du cadre dirigeant qui arrive et de l'accueillir au même titre que n'importe quel autre collaborateur. Oui, et de ne pas considérer que c'est parce que c'est un cadre dirigeant que les choses sont plus faciles. Et qui connaît tout de l'entreprise, du job. Absolument, absolument. Donc le premier conseil que je donne, c'est de pouvoir justement préparer, de gagner en visibilité et de tout de suite rentrer dans une démarche de réseautage. Alors qu'est-ce que j'entends par réseautage ? C'est que ces pairs du comité de direction doivent être à sa disposition, doivent préparer des temps de passage dès le départ de son intégration et gagner tout de suite dans son intégration, le rendre visible, de tout de suite devenir partenaire de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire tout de suite des réunions de travail où on va l'inclure naturellement dans une réunion de travail, mais c'est surtout préparer, son intégration personnelle dans la nouvelle communauté qu'il vient de rejoindre. Ça, c'est un fait très important sur lequel on doit l'associer. Le collaborateur lui-même doit penser à son propre onboarding et demander, avant son intégration, pourquoi pas lors d'une réunion avec le dirigeant, le DRH, qu'importe, de dire voilà ce que je souhaiterais sur les 3 premiers mois. Voilà tous les gens que je veux rencontrer. Visiter une usine, visiter un atelier, participer à une réunion commerciale, une réunion de la R&D, une réunion du marketing. Je veux m'asseoir, connaître, me faire connaître. Et ça, c'est impératif. J'entends que l'onboarding se prépare du côté de la société qui embauche, Absolument. mais aussi du candidat qui intègre. Absolument. C'est des conseils d'ailleurs que je donne aux cadres dirigeants que j'accompagne en disant demandez une réunion de travail préparant votre arrivée. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer à travailler sur des sujets techniques, mais préparez justement le planning des rencontres que vous souhaitez avoir. Et c'est important de bien les préparer et surtout de s'y tenir, parce que les cadres dirigeants qui arrivent et qui sont laissés seuls en disant « c'est un grand garçon, c'est une grande fille, il va se débrouiller », non, ce n'est pas une bonne solution. Et j'imagine aussi, il ne faut pas se limiter à l'équipe directe. Non, il faut aller, dans tous les départements de l'entreprise qui sont stratégiques, sans en négliger un seul. Ce n'est pas parce qu'un département avec lequel le cadre dirigeant ne va pas interagir qu'il n'est pas important qu'il le connaisse. Il doit commencer à soigner son image. C'est une sorte de marketing personnel d'intégration. Comme on travaille la marque employeur du service financier ou d'une entreprise, absolument. On travaille aussi son image. Absolument. Et je crois que si on revient sur le conseil, le meilleur qu'on puisse donner, c'est de le préparer en amont et que le collaborateur qui intègre, qui va être onboardé, doit lui-même préparer son intégration. Et ça, je vais faire exprès d'être un peu provoque, c'est pas mal vu, non, au contraire. C'est pas de la curiosité malsaine. Et du tout, c'est absolument quelque chose de très sain, de très bien cadré. Et généralement, je pense que beaucoup de cadres dirigeants qui ont eu de multiples expériences ont des souvenirs d'onboarding pas très bien réussis. Et ils en ont souffert, ils en ont tiré des leçons. Et justement, ils ne veulent pas redupliquer, des mauvaises intégrations ou des découvertes de sujets stratégiques sur lesquels on n'a pas eu l'occasion de leur présenter pendant la période, la phase de recrutement. Donc c'est important d'avoir cette curiosité et de pouvoir aller devant des gens sur des contextes ils ne les ont souvent pas rencontrés dans le processus du recrutement, naturellement, mais de pouvoir gérer tout ça avec des moments aussi de convivialité. Ne pas négliger le fait d'avoir un moment de convivialité en fin de journée, en début de journée, autour d'un café, autour d'un verre le soir, pour commencer à connaître des gens et, je répète, constituer leur réseau interne. C'est très important. Et toute cette communication informelle, dite Absolument. informelle. Informelle,
qui permet de gagner en visibilité, et aux collaborateurs qui intègrent d'avoir un ressenti, une vision de l'entreprise complètement différente de celle qu'il a eue de manière assez classique, assez bien structurée lors du process de recrutement. On arrive tout à fait dans la réalité immédiatement. Et l'efficacité est d'autant plus forte parce qu'on prend ses marques, on interagit, on ressent des choses, et ça c'est excessivement important pour le bon démarrage. On a toujours une feuille de route des 30 premiers jours, des 6 premiers mois, de la première année, mais elle passe non pas uniquement par de la technique, par des plans d'action, par des réalisations, mais aussi par la relation qu'on va créer et ce fameux réseau interne qu'on va créer à tout niveau de l'entreprise. Ok, donc ça c'est le réseau. Travailler le réseau, c'est le premier conseil, la première phase du process d'onboarding. Les autres étapes clés. Alors, déjà c'est une chose très importante de créer son réseau, mais de pouvoir avoir un rythme, avoir des temps de passage, avoir un agenda déjà bien rempli. Et pas attendre le premier jour pour commencer à remplir son agenda. Parce que généralement, il va mal se remplir. Donc je répète toujours la phase amont. Le collaborateur doit déjà planifier ce qu'il attend, en informer l'entreprise accueillante pour qu'elle aussi réagisse en disant voilà tous les temps de passage. Ils peuvent être la remise de documents, ils peuvent être l'accès à des réunions formelles sur des sujets qui ne sont pas dans son domaine de responsabilité, pour que cette découverte et cette sensibilité de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, entre les valeurs qu'on, je dirais, affichées et la réalité d'interaction avec les gens, c'est deux choses bien différentes. Donc cette sensibilité va permettre aussi au cadre qui intègre de pouvoir lui-même caler un mode de fonctionnement complètement différent et de s'adapter et d'être un peu caméléon. Et ça, c'est excessivement important. Si on ne le fait pas, on passe à côté d'énormément de choses, on crée de la frustration, on crée des erreurs, sans le vouloir, on retient une certaine forme d'information, on retient l'accès à certains collaborateurs qui peuvent être complètement différents, pour lesquels il est important d'intégrer une forme de psychologie des gens pour pouvoir justement être efficace dans ses actions. Et pas d'arriver de manière froide, de prendre des décisions alors qu'on n'a pas compris l'essentiel. Oui, et de paraître du coup un peu cassant, un peu froid, alors qu'aujourd'hui, justement, je dirais, ces interactions et la qualité de la relation, l'intuitu personnel qu'on va construire est fondamentalement important pour la réussite du cadre et pour la performance de l'entreprise. Les conséquences pour l'entreprise comme pour le dirigeant onboardé, si ça ne se passe pas bien, s'il ne fait pas ce travail amont et cette approche, ce travail de réseau, bon, ça peut aller jusqu'au départ, mais... Ça peut aller sur un départ prématuré, absolument. Avant ça, j'imagine aussi qu'il y a d'autres écueils, d'autres... Un retard dans la prise de fonction. Et généralement, le temps est notre ennemi. Donc il faut aller vite, mais il faut aller bien. Et dès lors où on retarde une bonne intégration, par rétention d'informations, par mauvaise organisation des rencontres, on retarde un petit peu, je dirais, le démarrage de l'efficacité du collaborateur qui intègre. Et effectivement, la pire des choses, c'est que le collaborateur ne se sente pas accueilli quelque part, même si la sensibilité d'un cadre dirigeant est un peu différente de celle de quelqu'un de moins expérimenté. Mais si on arrive à une rupture prématurée dans les 6, 8 ou les 12 premiers mois, c'est dramatique pour l'entreprise. Une perte de confiance. Les collaborateurs, je dirais, de l'entreprise, quand on voit un cadre dirigeant arriver et partir dans un délai inférieur à 1 an, c'est dévastateur. C'est une perte de confiance dans le dirigeant. Ça peut impliquer une perte de confiance dans le dirigeant. Et naturellement, les conséquences sont dramatiques. Je ne parle même pas du coût. Je ne parle même pas du coût que cela implique, parce que, je vais recommencer, mais la motivation, et c'est fondamental. Donc justement, le fait d'intégrer quelqu'un dans la famille dirigeante de l'entreprise, dans ce corps de direction, c'est excessivement important. Ça rejaillit sur toute l'entreprise. Quand vous regardez l'arrivée d'un nouveau dirigeant dans les grandes sociétés cotées en bourse, vous avez toujours un impact sur le cours de bourse. Il n'y a pas de résultat économique. Simplement le fait qu'on accueille quelqu'un de nouveau, qui a une réputation, qui est connu, plus ou moins. Il y a un impact. Donc l'impact psychologique sur les équipes est tout aussi important. Et il faut le mesurer, il faut le mesurer. Et c'est assez difficile de le mesurer d'ailleurs. Et donc là, si j'entends bien ce que vous me dites, il ne faut pas aller trop vite. Prendre son temps, c'est gagner en efficacité en fait, pour la suite. Absolument. On construit sur des bases saines en fait. Et il faut un bon démarrage. Un sportif qui démarre mal sa course, la finit mal. C'est une très belle image et très claire, effectivement. La pire chose qu'on peut faire, la pire erreur qu'on pourrait commettre dans l'onboarding d'un cadre dirigeant? La rétention d'informations.
C'est souvent un des cas les plus flagrants de justement ne pas donner l'accès à certaines informations à un cadre dirigeant. Il n'a donc pas tous les outils pour prendre ses décisions. Ou la découverte d'une situation qu'on a cachée pendant le processus de recrutement. Alors parfois, pour des soucis de confidentialité, certains sujets ne peuvent pas être abordés dans le processus de recrutement, bien que cela se relativise. Mais en revanche, si on doit, à un moment donné, porter un cadre un peu compliqué d'action stratégique qu'on n'a pas voulu dévoiler avant, il faut le faire tout de suite. Et pas attendre que le collaborateur découvre par lui-même, par ses investigations, une situation particulière nécessitant une gestion de crise ou des décisions difficiles à prendre. Et ça, c'est très important. Parce qu'à nouveau, on créera une frustration, une déception, une perte de confiance. Oui, j'allais vous dire, il y a de la confiance derrière. Oui. Hein. Et un cadre dirigeant qui est recruté par un président, quand on sait que le dirigeant peut partir sur un délai court parce qu'il y a une bonne raison, mais identifiée avant, il faut en prévenir le cadre dirigeant. Et pas qu'il découvre à un moment donné un changement d'autres membres du comité de direction pour des raisons bonnes ou mauvaises, parce que c'est ça les pires des choses. Il va se sentir lâché, perdu, trahi, et généralement il partira. Oui, donc la pire des choses. Alors là, on a parlé d'onboarding physique, en présentiel, sur site. Comment ça se passe en digital? Parce qu'on l'a eu, alors on l'a moins. On l'a eu et on l'a réussi. Ah. Alors, on l'a réussi. Il est encore un peu délicat et difficile d'en mesurer les effets positifs ou négatifs. Mais je pense que ça a été un effort des dirigeants de jouer cette carte de transparence en ne se cachant pas derrière son écran. Je m'explique. C'est d'avoir été capable d'aller chercher de l'authenticité à travers le discours. Alors peut-être en faisant tomber certains codes d'un recrutement classique, de haut niveau, mais en gagnant en sincérité, en authenticité, pour gagner la confiance du collaborateur. En lui disant, voilà, on est en train de faire connaissance de manière très différente d'un processus classique. Vous allez intégrer l'entreprise de manière excessivement différente d'un processus classique, mais on a les mêmes codes. On doit avoir accès aux mêmes informations, on doit rencontrer virtuellement plus de personnes peut-être que dans un processus classique. Et moi, j'ai encouragé énormément dans beaucoup de process de recrutement, de pouvoir multiplier le nombre d'entretiens, ce qui peut paraître antinomique parce que généralement, on en veut qu'il y ait le moins possible pour que les process aillent relativement vite. Mais là, c'était de permettre aux collaborateurs qui ne pouvaient pas rencontrer physiquement plusieurs autres dirigeants, ses pairs du comité de direction, de tous les rencontrer lors de réunions virtuelles, avant le processus d'intégration virtuelle aussi. D'accord. Et l'échange informel en digital, c'est un petit peu compliqué, mais il faut le faire aussi, il faut le provoquer. Alors l'échange informel digital, c'est le ton qu'on va donner à l'échange. Ce n'est pas spécifiquement un entretien d'embauche, on ne va pas lui demander quel est votre parcours, on ne va pas partir dans un entretien classique, mais c'est plutôt de dire, voilà, bon, on va faire connaissance. Il n'y a pas de thème, je dirais, prédéfini au départ, mais simplement qu'il y ait une prise de connaissance, un échange informel. On ne sera pas autour d'un café, on ne sera pas dans une salle de bar ou de restaurant, ou qu'importe, dans une salle de réunion plus conviviale, mais on sera dans le cadre d'un échange Teams, ou qu'importe l'outil, mais d'avoir cet échange de plus informel qui permet déjà d'avoir les premiers pas dans la connaissance des autres. Okay. Donc une multiplication des entretiens post-intégration virtuelle. Très bien, avec toujours quand même les mêmes codes. Toujours, voilà. Les objectifs sont les mêmes, et les leviers seront les mêmes. Donc attention à toutes ces étapes-là, à bien respecter toutes ces étapes, Absolument. À prendre son temps, à aller rencontrer les bonnes personnes de façon très large pour pouvoir bien démarrer, bien prendre. Et l'accès à l'information, alors même si l'information parfois confidentielle, c'est plus difficile de la faire passer à travers des éléments, je dirais, de la virtualisation, d'envoyer des fichiers, etc. Ça passe aussi sous un engagement de confidentialité qui peut être signé par le collaborateur avant l'intégration de l'entreprise, qu'on fait assez régulièrement, demandant naturellement qu'il est soumis à une confidentialité de certains documents auxquels il va avoir accès. D'accord. Et suggérer des binômes, par exemple, est-ce que ça peut faciliter l'intégration ou pas, un binôme au sein Alors, du la notion de créer un binôme, un parrain, un mentor, les définitions ne sont pas les mêmes, sont assez communes pour des cadres du middle management. C'est moins vrai, je dirais, pour un cadre dirigeant. Parce que la maturité et le rôle sont assez différents. En revanche, je pense que le dirigeant lui-même doit avoir une implication personnelle très forte dans le suivi de cette intégration. Et c'est impératif de ne pas dire, on se retrouve dans un trimestre et puis on verra ce qui s'est passé. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait des temps de passage beaucoup plus réguliers. C'est aussi le succès de la réussite. Avec un partage d'expérience sur, je dirais, la phase de découverte, le rapport d'étonnement. Il est vrai pour n'importe quel collaborateur. Il est vrai pour un stagiaire, il est vrai pour un cadre dirigeant. Il y a un rapport d'étonnement. Qu'avez-vous découvert pour la première semaine? Quels sont vos premiers ressentis, vos premiers feelings?
Quelles seraient les premières décisions que vous allez prendre par rapport à ce qu'on avait dit lors du process de recrutement? Et ça, c'est très important. Donc, de manière peut-être moins cadrée qu'un mentoring ou qu'un coaching ou qu'un parrainage classique, je pense que c'est le dirigeant lui-même qui doit s'impliquer. C'est son équipe. Et la force de son équipe, c'est la réussite de son entreprise. Je crois que le message est passé. J'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup Fabrice Coudray. Je Merci à rappelle vous. que vous êtes Managing Director de l'activité Executive Search chez Robert Half. Merci beaucoup.